Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La reine est morte, vive le roi. Après le décès d'Élisabeth II, des hommages pleuvent de par le monde. Et la Grande-Bretagne a maintenant à sa tête un roi, Charles III. Focus sur cet événement avec notre correspondant à Londres et des réactions sur le continent africain. Vive tension ce vendredi à N'Djamena où la police a tiré des grenades lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants. Succès Masra, l'un des principaux leaders de l'opposition, a, à cette occasion, été arrêté par les forces de l'ordre. Et puis, fidèle à la tradition, Roger Moutou sera là pour Culture Hebdo avec dans ses bagages une interview exclusive avec l'une des légendes de la musique camerounaise, j'ai nommé André Maritala. Cloches et tirs de canon ont salué ce vendredi la mémoire d'Élisabeth II de l'Australie au Royaume-Uni. Et c'est parti pour 10 jours de deuil national en mémoire d'un monarque qui a accompagné les Britanniques durant 70 ans. Les cloches ont sonné à 11h temps universel à Saint-Paul, Westminster et Windsor, le château près de Londres où vivait la reine la plupart du temps et dans de nombreuses églises du pays. Après les funérailles, la reine sera inhumée en privé dans la chapelle du château de Windsor aux côtés de son époux, le prince Philippe. De retour à Londres, après avoir passé la nuit à Balmoral en Écosse, Charles III a été ovationné vendredi devant Buckingham Palace par des milliers de personnes. Il sera officiellement proclamé roi demain samedi. À 73 ans, le nouveau roi Charles devient le monarque britannique le plus âgé au début de son règne. Il accède au trône dans une période difficile. Le Royaume-Uni est confronté à la pire crise économique de ces 40 dernières années, alors que 4 premiers ministres se sont succédés en 6 ans dans le pays. Et pour les derniers développements sur cette actualité, retrouvons tout de suite dans nos studios à Londres Henry Richwell, correspondant de la Voix de l'Amérique sur place. Henry Richwell, bonsoir. Bonsoir, John. Merci d'être avec nous. Comment le décès de la reine a-t-il été accueilli et qu'est-ce qui est prévu au cours des prochains jours? Oui, la mort de la reine Elisabeth a été annoncée vendredi soir et elle a été reçue avec un grand choc et une grande tristesse à travers la Grande-Bretagne et le monde. Elle était une monarque profondément adorée et profondément respectée ici en Grande-Bretagne. Et immédiatement après l'annonce, des milliers de personnes se sont rendues au palais de Buckingham et dans d'autres palais royaux de Grande-Bretagne pour déposer des fleurs et exprimer le condoléances. Ce choc cède maintenant la place aux cérémonies qui auront lieu au cours des prochains jours. Le système d'État prend le dessus. Le plan pour la mort de la reine, qui porte le nom de code London Bridge, est en place depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, le fils de la reine Charles, qui est maintenant le roi Charles III, a voyagé d'Écosse, où se trouve toujours le cercueil de sa mère, jusqu'à Londres pour commencer ses fonctions de roi. À ses côtés se trouvait sa femme, devenue la reine Camilla. Ils se sont arrêtés devant le palais de Buckingham et ont salué quelques personnes dans la foule. Beaucoup de gens ont embrassé la main du roi et ont dit « Dieu sauve le roi ». Le roi a prononcé ce soir une adresse à la nation dans laquelle il a déclaré que c'était le moment qu'il redoutait depuis longtemps. Mais s'est engagé à respecter ses devoirs et son allégeance attente que le roi du Royaume-Uni et du Commonwealth. Voilà. Alors, le roi Charles, vous l'avez dit, s'est adressé donc à la nation ce soir. Il va succéder à la reine, on l'a compris. Mais qu'est-ce qu'on sait de lui? Est-ce qu'il aura la même place dans le cœur de ces sujets que la reine Elisabeth II?
C'est une question difficile pour Charles, je pense. Charles est l'héritier depuis 70 ans. C'est le plus long de tous les héritiers de l'histoire britannique. C'est une personne très différente de la reine Elizabeth II et il a été un prince avec des opinions bien arrêtées. Il est très attaché aux questions environnementales, au changement climatique et à la conservation de la nature. Mais il a dit qu'il devra arrêter cette campagne maintenant qu'il est roi. Il devra devenir une figure fédératrice pour le pays, alors qu'il pleut l'amour de la reine et qu'une nouvelle ère commence. Alors, la reine Elisabeth II avait des relations privilégiées avec de nombreux leaders à travers le monde et sur le continent, notamment avec l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Mais pour beaucoup d'Africains, Elisabeth II symbolisait aussi un peu l'oppression coloniale. Quel est son héritage sur le continent africain de manière générale, selon vous? Oui, la reine Elizabeth II est montée sur le trône lorsque l'Empire britannique était en grande partie intact, mais elle a supervisé la désintégration de cet empire et l'indépendance des nombreux pays africains. On sait qu'elle aimait beaucoup l'Afrique et aimait y voyager. Elle était au Kenya avec son mari lorsque son père, le roi George VI, est décédé et qu'elle est devenue reine. Elle a cultivé une relation étroite avec Nelson Mandela en Afrique du Sud et a rompu avec les conventions en soutenant la fin de le régime d'apartheid. On sait que Mandela et son règne ont noué une solide amitié à l'Afrique du Sud. Mais c'est une question difficile, je pense, pour Charles III maintenant, pour continuer. Et l'histoire du colonialisme, qui est maintenant une histoire qui est déjà pensée en Afrique. Voilà, merci beaucoup Henri et désolé de vous couper, on est pris par le temps. Merci d'avoir été avec nous. La Maison-Blanche, on reste dans le même registre. La Maison-Blanche pleure, elle aussi, la mort de la reine Elisabeth II. Pour le président Joe Biden, le monarque britannique au règne le plus long a particulièrement contribué à la relation solide existant entre les États-Unis et le Royaume-Uni. D'éminents Américains, y compris d'anciens présidents, lui ont rendu hommage. C'est un reportage d'Anita Powell à Washington, relaté ici par Ginny Niwa. La reine Elisabeth II n'était pas étrangère au 1600 Pennsylvania Avenue. Elle est venue ici pour 4 visites d'État, 5 dîners d'État et 2 visites non officielles, rencontrant plus de présidents américains que tout autre chef d'État, selon la White House Historical Association. Jeudi, le président Joe Biden a ordonné la mise en berne du drapeau pour marquer son décès. La nouvelle de sa mort est arrivée à la Maison-Blanche alors que l'attachée de presse Karine Jean-Pierre s'entretenait avec des journalistes. Nos cœurs et nos pensées vont aux membres de la famille royale et au peuple du Royaume-Uni. Biden, qui a rencontré la reine à 3 reprises, lui a attribué le renforcement des relations des États-Unis avec son allié le plus puissant. Le monarque au plus long règne de Grande-Bretagne était également promotrice de l'autonomie. Dans un discours prononcé en 1991 lors d'une session conjointe du Congrès, elle a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni étaient unis derrière un esprit de démocratie. Au cours de sa vie, elle a supervisé l'indépendance de 17 nations africaines de la domination britannique. Plus tôt cette année, son héritier, l'actuel roi Charles III, s'est engagé à continuer de respecter la souveraineté de plus de 50 membres du Commonwealth, une organisation composée principalement d'anciennes colonies britanniques. L'ancien président Barack Obama a également envoyé ses condoléances, louant l'héritage de services publics infatigables et dignes de la reine. Elle considérait ce devoir comme l'œuvre de sa vie. À aucun moment de son règne de 70 ans, elle n'a exercé ce que l'on appelle la prérogative royale, en refusant de nommer un responsable démocratiquement choisi pour former un gouvernement. Et il en fut de même 2 jours avant sa mort, lorsque dans son domaine en Écosse, elle a invité Liz Truss, aujourd'hui première ministre, à former le nouveau gouvernement britannique.
Et en Afrique, les hommages se multiplient à travers les pays du Commonwealth au lendemain du décès de la reine Elisabeth II. En Afrique du Sud, on célèbre la mémoire d'une reine modèle qui a su s'adapter aux changements de l'histoire. Les Kenyans se souviennent de son passage dans leur pays. Au Nigeria, la reine demeure un symbole de leadership et de dignité, tout comme en Sierra Leone qu'elle a visité après son indépendance. Les Gambiens, eux aussi, se souviennent. Suivant ce micro-trottoir. When I think about the Queen, I was still young when I grew up. Quand je pense à la reine, j'étais encore jeune et en grandissant, je la considérais comme un modèle à suivre pour les femmes. Je devais être forte, bien m'habiller, soigner mon apparence et m'occuper de mes enfants comme elle le faisait pour ses enfants et petits-enfants et pour le reste du pays. C'est assez triste, mais nous sommes contents qu'elle soit restée sur le trône si longtemps. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, il faut maintenant célébrer sa vie. On se souvient aussi de la reine parce qu'elle est venue une fois au Kenya et qu'elle a été sacrée quand elle était à Nyeri, je crois. De plus, nous avons été colonisés par les Britanniques et le Kenya est membre du Commonwealth. Je suis sûr que nous nous joindrons bientôt à la Grande-Bretagne pour les funérailles. J'ai été très triste d'apprendre son décès, mais j'ai aussi célébré sa vie comme un symbole de leadership, un symbole de paix. Je me souviens qu'elle nous a offert notre indépendance sur un plateau d'or et j'en suis reconnaissant. La reine n'est pas seulement une reine, elle n'est pas seulement une chef monarchique pour le peuple britannique. La reine est plus grande que la Grande-Bretagne. La reine a donné l'exemple au reste du monde. Lorsqu'elle a visité la Sierra Leone dans les années 1960, au lendemain de notre indépendance, je n'étais pas né, mais on m'a appris en cours d'histoire que sa visite a marqué un virage dans l'histoire de la Sierra Leone. Je me suis senti très triste parce qu'indépendamment de la situation, indépendamment de tout ce qui l'entoure de manière négative, elle est toujours à la tête du Commonwealth dont nous faisons partie, qui a permis aux Gambiens d'avoir accès à beaucoup de choses sous tous les angles. Elle est donc comme notre mère, comme je l'ai dit, je me suis donc senti très mal parce que ce modèle de bonté dans le leadership a disparu. Autre réaction, celle de l'Union africaine. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a salué la mémoire de l'illustre défunte, la reine Elisabeth. Je présente mes condoléances émues au gouvernement et au peuple britannique. Je salue la mémoire de l'illustre défunte au parcours exceptionnel. Paix à son âme, a déclaré le président sénégalais sur Twitter. Et on en vient à cette autre actualité sur le continent africain, au Tchad. Alors que le dialogue national inclusif se poursuit, les transformateurs campent sur leur position et participent toujours pas aux travaux. Hier, le président Succès Masra a reçu une convocation de la part du procureur de la République, l'invitant à se présenter ce matin au tribunal. Une convocation à laquelle il n'a finalement pas pu répondre à cause de la foule sortie massivement pour l'accompagner et qui a été dispersée par les forces de l'ordre. Emmanuel Mouadji Djibaï. Il devrait se présenter ce matin à 8h, heure du Tchad GMT+1, au tribunal de grande instance de Djamena, sur convocation du procureur de la République, mais sans aucune notification sur la raison de cette convocation. Et très tôt déjà, le siège du parti a été envahi par les militants venus soutenir leur leader, Succès Masra. Si vous m'aimez, j'espère que c'est pour ça que vous êtes là. Je vais donc vous demander d'être discipliné. Pas de débordement, rien. Nous allons marcher. C'est la chose que les Tchadiens font le plus. C'est en marchant et en chantant dans la joie, dans l'espérance, dans la conviction que cette terre de justice et d'égalité, nous allons y arriver ensemble en tant que peuple. La foule sortie pour accompagner Masra au tribunal est beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Les forces de l'ordre, dépassées, ont temporisé jusqu'à une certaine distance avant de la disperser à coups de gaz lacrymogène. Ils ont donc replié et ses avocats ont obtenu un report de convocation. Mais pour le camp adverse, le leader des transformateurs n'a aucune légitimité en dépit des grandes mobilisations qui se font depuis que son parti a déclaré 60 jours de résistance. Le seul quitus qui vous permettra de parler au nom du peuple, c'est les élections, c'est le suffrage universel.
Vous n'avez pas passé par les élections, vous n'êtes pas en droit de parler au nom du peuple. Vous avez le droit de parler de votre organisation politique. N'instrumentalisez pas nos jeunes frères. Et pendant ce temps, les travaux du dialogue national qui continuent d'enregistrer des retraits et des suspensions de participation se poursuivent tout de même au palais du 15 janvier. 5 commissions, chacune avec une thématique, ont été mises en place. La justice angolaise a, elle, confirmé la victoire du parti historique au pouvoir qui a donné un second mandat au président sortant João Lourenço en rejetant jeudi le recours de l'opposition dénonçant les résultats des élections législatives du 24 août. La cérémonie d'investiture de M. Lourenço, 68 ans, est prévue le 15 septembre. Et à la suite de cette confirmation, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a adressé un message au président élu de l'Angola. Nous félicitons João Lourenço pour son élection en tant que prochain président de l'Angola. Nous sommes impatients de travailler avec lui pour renforcer les relations vitales entre l'Angola et les États-Unis. Nous continuerons à collaborer étroitement avec le gouvernement angolais et le peuple angolais pour promouvoir nos objectifs communs, dixit Anthony Blinken. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Une note sportive pour nous permettre de parler de tennis. Ons Jabeur s'est qualifiée pour sa première finale de l'US Open. En demi-finale, la Tunisienne a battu la Française Caroline Garcia 6-1, 6-3, première africaine de l'ère Open en finale à New York. Jabeur tentera demain, samedi, son premier trophée d'un grand chelem face à la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondial. Justement, ce tournoi de l'US Open prend fin ce dimanche avec la finale chez les messieurs au cours Arthur Ashe. À quelques kilomètres de cette enceinte, une communauté de joueurs de tennis ne reçoit pas l'attention de l'Open, mais partage un dévouement et un engagement similaire pour cette discipline. C'est un reportage d'Aaron Ranen qui est repris ici par Yacouba Ouedraogo. Chaque été, pendant 3 semaines, le monde du tennis d'élite se réunit à Flushing, à New York, pour l'US Open. À quelques kilomètres de là, se trouvent les terrains du tennis de Lincoln Terrace Park, où des joueurs, pour la plupart africains-américains, développent leurs compétences à l'ombre de l'un des 4 tournois du Grand Chelem. Depuis les années 1960, ces 11 cours de tennis ont été un sanctuaire contre le racisme et une opportunité pour les Africains-américains de construire une communauté de passionnés de tennis. C'est une communauté sociale, donc nous aimons parler, nous apportons de la nourriture et nous nous asseyons là-bas sur les gradins. Nous socialisons et jouons au tennis. Pour moi, c'est comme à la maison. Je viens ici depuis quelques années, j'adore la communauté, j'aime pouvoir voir des gens qui me ressemblent. La représentation est excellente. Ces joueurs s'affrontent sur des terrains accidentés avec une ligne de métro qui passe juste à côté, perturbant leur concentration. Nous sommes un samedi après-midi, une douzaine de personnes tapent sur des balles de tennis sous un soleil brûlant.
Avant ma naissance, ces terrains étaient là. C'est comme un incontournable coin du quartier. Je suppose que dans les jours qui ont précédé mon époque, quand j'étais plus jeune, c'était l'un des endroits où beaucoup d'Africains-Américains pouvaient jouer et se sentir en sécurité sans être discriminés. Des communautés de tennis comme celle-ci ont été inspirées il y a plus d'un demi-siècle par certains des premiers champions de tennis africains-américains, dont la championne de l'US Open 1957, Althea Gibson. Althea and Arthur Ashe. Althea actually first. Althea et Arthur Ashe. Althea d'abord parce qu'elle est venue avant Arthur Ashe. And they opened up. Et ils ont ouvert le monde du tennis au noir, leur montrant qu'ils peuvent le faire. Et d'eux sont venus Serena et Venus. Them came Serena and Venus. Le succès d'Althea Gibson a ouvert des portes à l'Académie de tennis de Lincoln Terrace pour ouvrir des opportunités aux jeunes Africains-Américains, mais surtout pour qu'ils voient cela comme une possibilité de faire carrière. Beaucoup attribuent aussi à Serena et Venus Williams le mérite de faire rebondir les balles sur ces terrains. Avant Serena et Venus, cet endroit existait. C'était toujours génial, mais apparaissant sur la photo comme étant devenues des grandes joueuses de tennis, cela a aidé ce quartier et la communauté du tennis. Elle et sa sœur ont contribué à populariser le tennis et à l'amener à un autre niveau. Serena Williams avait annoncé sa retraite après l'US Open de cette année. Ici, l'on se demande si la prochaine superstar du tennis africain-américain ne viendra pas de ces terrains de tennis de Lincoln's Terrace Park. Lui, c'est une star du basket et de la culture. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous donc hebdomadaire avec Roger Muntu. Bonsoir Roger. Bonsoir John, ça va? Ça va bien, merci. Alors, on parle du prix roman FNAC pour la Suissesse Sarah Julien-Fardel. Exactement, John. Sarah Julien-Fardel a remporté jeudi le prix du roman de l'enseigne FNAC avec sa préférée dans les éditions Sabine Westpieser. Également en lice pour le prix Goncourt, avec un premier roman fort et poignant sur l'émancipation féminine et le poids d'un passé violent. Elle a su convaincre le jury du prix, composé de 400 adhérents et 400 libraires. FNAC a indiqué la chaîne de magasins culturels dans un communiqué. Le livre fait également partie des 15 romans retenus dans la première sélection du prix Goncourt. Sa préférée est une fiction sur une jeune femme qui doit se reconstruire après une enfance marquée par les violences de son père et le suicide de sa sœur. Et bien sûr, Sarah Julien-Fardel, dont c'est le premier roman, a été blogueuse et journaliste et édite aujourd'hui le magazine des librairies Peyote, John. Alors, Roger, vous avez reçu ce matin l'artiste camerounais André-Marie Talla. Ah bah ça c'est vraiment une légende, comme on aime bien le dire, une légende africaine. John, et comme vous le savez, bien sûr, beaucoup le voient comme le Stevie Wonder camerounais, je dirais même africain. André-Marie Talla est un multi-instrumentiste de génie. Il a eu une carrière prolifique avec une vingtaine d'albums studio et un demi-siècle et un succès qui a fortement imprégné la musique moderne. Un artiste doué dont l'afro-jazz, la soul et le blues. C'était un honneur, en tout cas un privilège de rencontrer ce monument de la musique africaine qui nous parle aussi d'ailleurs de sa situation avec le cas de James Brown. Suivons cette partie. Je suis allé à Paris rencontrer mon éditeur. Ouais. On a fait un premier courrier à la SACEM. La SACEM fonctionne comme les grosses banques. Ils ont sorti un raisonnement, ils ont dit que les similitudes musicales n'étaient pas suffisantes. Vraiment, j'ai dit, vous êtes fous. On a pris des avocats. Les avocats sont sortis. Oui. Donc, des avocats en France, des avocats ici aux États-Unis. Et James, comme il était au top de son art, il était actionnaire dans pas mal de sociétés. Exactement. Donc, à chaque fois, c'est pour cela que ça a duré 4 ans. C'est vrai qu'on a eu la malchance de perdre le premier avocat principal dans un accident d'avion ici aux États-Unis. Donc, ça a traîné. Bon. Mais le plus important, c'était qu'on me restitue la chanson, qu'on puisse reconnaître que je suis auteur. Parce que ça aurait été, si j'avais gagné ce procès en 2000 ou 2000 quelque chose, je serais milliardaire.
Mais à cette époque-là, on ne voyait pas les choses de la même façon. La musique n'avait pas pris de telles proportions. Oui, parce que James était un grand et ils m'ont laissé tous les droits, mais en réalité, ils avaient tout pris, ils ont sorti ça du marché. Voilà. Mais bon, la victoire morale dépasse la victoire matérielle pour moi. Exactement. Et c'est ce qui est plus important. Jamena, Jamena, Jamena. Bravo, 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 bravo. Jamena, hein, ce morceau qui a fait le tour du monde. L'intégralité, en tout cas, de cet entretien sur notre site voafrique.com, John. Merci, Roger. On vous attend avec d'autres interviews. Et merci également à Georges, Georges Léonard Sagnon, qui a aidé vraiment à voir l'artiste. Tout à fait. Et donc, on va poursuivre cet entretien, donc, au plus tôt, ce journal. Pour parler toujours de culture, en France, des galeries exposent de plus en plus d'œuvres contemporaines africaines, même si Paris revient de loin par rapport à New York ou Londres, où les diasporas africaines ont misé beaucoup plus tôt sur les artistes de leur pays d'origine. La capitale française est devenue en quelques années une plaque tournante de l'art africain. Les détails avec Thierry Kaoré. Dans l'un des quartiers les plus chics de Paris, à quelques minutes des Champs-Élysées, la galériste franco-ivoirienne Cécile Fakouri a convié ses invités pour une exposition d'œuvres contemporaines avec un accent sur les artistes africains. Si la capitale française a accueilli plusieurs expositions majeures d'art contemporain africain depuis les années 2000, leur programmation était irrégulière ces derniers temps. Beaucoup de nos collectionneurs ne viennent pas forcément sur le continent africain. Donc on avait besoin, c'est presque un point relais Paris pour nous. Paris faisant que, étant de plus en plus importante dans cette scène internationale de l'art, on a voulu s'ancrer un petit peu plus avec une vitrine, avec cet espace d'exposition. Une exposition qui a suscité un intérêt particulier pour les visiteurs, comme Marc-Antoine Fortuné, un ancien footballeur devenu collectionneur d'art. On va dire Paris a, je pense, une place forte, on va dire déjà dans l'histoire par rapport à l'Afrique. Donc avec toutes les colonies que la France a eues en Afrique et également dans les dom-toms. Et je pense que c'est normal que ça devienne, on va dire, l'épicentre, on va dire, dans le monde occidental, en sachant quand même que les places fortes doivent rester pour moi en Afrique. Derrière ces œuvres d'art, des artistes français d'origine africaine. Dans son quartier situé à Antony, une commune de la banlieue sud de Paris, Dimitri Fagohoun, un franco-béninois ayant fait son enfance au Cameroun, est l'un des 6 artistes exposés. Il travaille ici sur des masques et des photos prises pendant la présence coloniale française. C'est indéniable qu'il y a de plus en plus de galeries qui ouvrent, qui représentent des artistes africains. C'est indéniable que de plus en plus de galeries dites historiques représentent aussi des artistes dits africains. Même si de façon globale, je pense que cette scène, à l'image des 54 pays qui constituent l'Afrique, reste encore sous-représentée. Les experts disent que le regard a été transformé sur les artistes africains, autrefois victimes de condescendance et de clichés, leur art n'étant souvent perçu que comme traditionnel. Désormais, les artistes africains fondent l'espoir sur ces galeries qui s'ouvrent à l'international, d'autant que l'art se structure et prend de l'ampleur également sur leur continent. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le